Novembre 2008. Une crise financière larvée dans celles qui l'ont précédée éclate dans le monde. Partout, les États volent au secours des banques et de tout le système. Il en va, nous dit-on, du sauvetage de nos chères économies. Et si ça recommençait? Si tout ça était en train de recommencer? Ça a l'air pas si compliqué que ça de fabriquer tout cet argent. Un peu d'huile dans les machines, une fabrication au petit millimètre, tout cet argent fabriqué aussi simplement. Mais vous êtes-vous déjà posé un jour la question de savoir comment se crée tout cet argent? Waouh! Bon, d'accord, il ne s'agit là que de la fabrication mécanique de l'argent. Mais voyons comment on en est arrivé là, bien avant que les banques centrales ne battent monnaie, comme on dit aujourd'hui. D'abord, il faut savoir que tout ça vient de loin. C'est une vieille histoire qu'on peut résumer en 4 étapes. Voici la première. Après avoir longtemps pratiqué le troc, les hommes se sont mis à échanger des marchandises contre de l'or. Cet or était confié à des banquiers qui, en contrepartie, émettaient des lettres de change. Tout cela reposait sur la confiance. L'or était bien gardé dans des coffres et l'exact équivalent en papier pouvait alors circuler pour faciliter les échanges. Au départ, il y a donc bien 2 monnaies, la monnaie légale or, la monnaie d'usage papier. Le rapport entre les deux est un rapport de 1 pour 1. Avec du papier, on pouvait en toute confiance se procurer d'autres marchandises. Mais poursuivons. Notre marchand venait déposer son or en toute sécurité à la banque et le banquier émettait cette valeur en lettres de change. Puis tout le monde s'est mis à faire ça. Toujours en toute confiance. Le banquier était content d'accumuler autant d'or dans son coffre. Et il a eu une idée géniale. Eh oui, les dépôts des clients augmentaient au fur et à mesure. Il était le seul à savoir combien il y avait dans son coffre. Même si certains venaient récupérer leur or, le trésor grandissait et perdurait sans que personne ne sache. Le banquier s'est donc mis à émettre de l'argent papier en faisant tout simplement signer une reconnaissance de dette à ses emprunteurs. Mais en fait, notre banquier créait plus d'argent papier qu'il n'avait en caisse. Et fini le rapport de 1 pour 1. C'est ce qu'on a appelé les réserves fractionnaires. Troisième étape, la dématérialisation de la monnaie qui a commencé bien sûr dès qu'on a émis du papier à la place de l'or. Mais tout ça s'est accéléré et à partir de 1971, il y a dématérialisation totale de la monnaie. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans une monnaie matérielle basée sur la valeur or, mais dans une monnaie qui ne préexiste plus, presque virtuelle pourrait-on dire, liée à l'offre et à la demande. Ce qui nous conduit à la 4e étape. Cette monnaie ne préexistant plus, eh bien on l'invente tout simplement au fur et à mesure par le système du crédit. Reprenons notre petite histoire. Voici donc une famille qui souhaite emprunter en toute confiance à sa banque. Le banquier lui accorde ce crédit avec son stylo et lui fait signer tout simplement en échange une reconnaissance de dette. C'est sa créance, il a confiance et la famille s'est engagée à le rembourser. Ensuite, il faut savoir que même si cette famille peut avoir besoin d'argent liquide, et nous y reviendrons plus tard, la somme qui a été créditée par le banquier s'échange pour la plupart de banque à banque. Donc c'est 4 étapes, double monnaie, réserve fractionnaire, dématérialisation et création monétaire. Voilà les 4 grands volets qui sont au cœur même de notre système aujourd'hui, mais dont l'origine remonte au Moyen-Âge. On est dans un monde complètement différent, mais ça n'a pas été dit au public. Les gens ne le savent pas. Les gens se représentent encore la monnaie comme étant une quantité matérielle
plus ou moins fixe dont il faut après se répartir la quantité entre les individus, alors qu'en fait, maintenant la monnaie ou la masse monétaire est une entité à taille variable qui est créée par le système bancaire en fonction de la demande. Et il est créé par le crédit. Quand vous allez demander un crédit à la banque et que la banque vous l'accorde, elle va pas nécessairement aller chercher des liquidités sur le marché. La première chose qu'elle va faire, c'est elle va créditer votre compte. Mais elle va le créditer, disons, ex nihilo. Moyennant des contreparties. Comment ? Moyennant des contreparties par rapport, par exemple, au bien que j'acquiers. Oui, oui, parce qu'elle défend son bilan, elle défend son bilan, ça c'est absolument normal. Hein, mais en fait, elle crée ce dépôt à vue finalement d'une manière ex nihilo avec son stylo, comme on dit. Enfin, c'est une expression avec son stylo. Les banques n'ont pas besoin de se demander dans quelle poche je vais aller trouver l'argent qui m'est demandé pour satisfaire le crédit de Monsieur Dupont. Et c'est là où le citoyen déconnecte et ne comprend plus, parce qu'on a l'impression que c'est l'épargne des uns qui est prêtée aux autres, alors qu'en fait, l'argent aujourd'hui est créé ex nihilo à partir de rien, et c'est à partir de l'argent qui est créé que le superflu qui est mis sous forme d'épargne est encore redistribué après par des établissements financiers. Les banques créent la monnaie dans les rapports qu'ils ont avec les agents économiques, et la Banque centrale, dans les rapports qu'elle a avec les banques, parce qu'elle n'a de rapport qu'avec les banques, elle peut créer autant de monnaie qu'elle veut dans sa propre monnaie, qui est la monnaie Banque centrale. Elle assume ce qu'on appelle son rôle de prêteur en dernier ressort. Voilà, l'argent est créé à partir de rien, mais en lien avec les banques centrales par les banques commerciales, en fonction d'une demande de crédit. Contrairement à ce que tout le monde pense, ce n'est pas l'épargne des uns qui sert aux autres. Et ce sont donc bien les crédits qui font les dépôts, pas l'inverse. Vous souvenez-vous de ce schéma ? Eh bien, aujourd'hui, la monnaie n'est plus liée à l'or. On a bien un système de double monnaie avec la monnaie des banques centrales qu'on appelle monnaie centrale et la monnaie secondaire des banques commerciales. La monnaie centrale, ou encore appelée fiduciaire, ce sont les billets et les pièces que vous avez en poche, est fabriquée, émise par les banques centrales, alors que la monnaie secondaire, elle, est créée par les banques commerciales privées. C'est de la monnaie scripturale, puisqu'on l'écrit avec un stylo ou sur un ordinateur. Elle répond, comme on vous l'a dit, tout simplement à la demande de crédit de la part des agents économiques. Pour vous donner une petite idée du rapport entre ces deux monnaies dans la zone euro, il y a 93% de monnaie scripturale pour 7% de monnaie centrale. C'est plus de 10 fois plus. Mais justement, revenons en détail sur le mécanisme du crédit. Expliquons peut-être ce mécanisme de création monétaire par les banques. Il est, somme toute, pas très compliqué, mais un peu ahurissant si on regarde les choses de près. Si vous prenez une banque à l'équilibre de son bilan, son actif est égal à son passif. Bon. Quand vous allez voir votre banquier pour obtenir un prêt immobilier par exemple, la banque vous fait signer des tas de papiers, et c'est donc un crédit qu'elle vous accorde. Mettons 100 000 euros. Je prends un chiffre n'importe lequel. Ce chiffre, il apparaît dans le bilan de la banque à son actif. C'est un actif pour la banque. Pour vous, c'est une dette, mais pour la banque, c'est un actif. Donc, on écrit 100 000 à l'actif de la banque. Le banquier va dire, bon, vous me donnez en garantie ce que vous allez acheter, c'est-à-dire cette valeur, cet immeuble, cet appartement qui vaut 100 000 euros, et moi, je vais mettre sur votre compte 100 000 euros que vous pourrez utiliser comme vous l'entendez. C'est votre argent. Donc les 100 000 euros se retrouvent immédiatement sur votre compte, c'est-à-dire à droite dans le bilan, c'est-à-dire au passif du bilan de la banque. Donc de nouveau, on a un bilan équilibré, 100 000 à gauche, 100 000 à droite. On a créé de ce fait-là, par cette dette, 100 000 euros de création monétaire. Parce que ces 100 000 euros, ils vont circuler ensuite. La création monétaire, c'est la monétisation d'un actif.
C'est-à-dire qu'à partir de ce moment où il y a eu cet accord entre le banquier et vous, la monnaie a été créée, de la nouvelle monnaie a été créée. Bien sûr, le banquier va vous demander un intérêt pour ce travail épouvantable qu'il a eu. Mais récapitulons un petit peu. Un agent économique non bancaire, ménage, entreprise ou même État, désire un crédit de 100 000 euros. Par exemple, ce ménage a décidé d'aller s'adresser à une banque pour lui parler de son projet. Pour ce projet, il doit présenter des garanties. Le banquier réfléchit et accepte. Et le banquier décide de passer contrat avec le ménage en question. Mais comme on vous l'a expliqué, les 100 000 euros demandés par le ménage vont être créés sur les livres de compte de ce banquier. Et voici comment il s'y prend. À gauche, l'actif. À droite, le passif. L'actif, c'est sa créance. Son passif, c'est le dépôt à vue, la somme créditée à ce ménage qui s'en va tout content. Du coup, le ménage est crédité des 100 000 euros, mais moyennant intérêt. Et des intérêts substantiels, car le banquier prend d'énormes risques et il doit bien vivre. Pourtant, entre vous et moi, qui prend le vrai risque dans cette affaire? Mais voyons à quelles règles sont soumises ces banquiers. Les banques commerciales, créent effectivement la monnaie à condition d'abord qu'il y ait des gens qui leur demandent de la monnaie, qu'il y ait une demande de crédit. S'il n'y a pas de demande de crédit, il n'y a pas de création de monnaie. Ensuite, elles sont tenues à des règles prudentielles. Sinon, tout le monde serait banquier, c'est un métier formidable. Hein. Il suffit d'accorder des crédits à quelqu'un, de retrouver ces crédits sous forme de dépôt, et après on touche les intérêts en question. Tout le monde serait banquier si tout le monde pouvait évidemment créer de la monnaie de cette façon-là. Elles ne peuvent pas créer plus d'un certain pourcentage de leurs fonds propres. C'est en gros 12 fois leurs fonds propres. Ensuite, elles sont obligées par la loi à fournir le public, c'est-à-dire entreprises et ménages, de monnaie centrale, c'est-à-dire des billets. Ça représente ce qu'on appelle des fuites. Et enfin, pour terminer, elles sont tenues à avoir des réserves obligatoires. Ce sont les réserves qu'elles doivent constituer à la Banque centrale, mais réserves fractionnaires, puisqu'elles ne sont qu'à hauteur de 2% du montant des dépôts faits chez elles. Tout va bien. Tout va bien. Le système bancaire repose certes sur la confiance, mais voyons comment il se régule. D'abord, il faut savoir que toute banque commerciale possède un compte en monnaie centrale ou fiduciaire auprès de sa banque centrale. Réglementairement, pour émettre du crédit, donc créer de la monnaie, la banque doit avoir au moins 2% de l'ensemble des dépôts en réserve à sa banque centrale. Ce sont les réserves obligatoires. Si dans l'absolu, la banque peut créer 50 fois plus de ses dépôts, dans la réalité, c'est plus complexe, car lorsque les clients de la banque commerciale demandent des crédits, ils ont aussi besoin de pièces ou de billets pour d'autres transactions. C'est ce qu'on appelle des fuites. Une banque privée distribue en général 13% de ses dépôts en monnaie centrale, les billets et les pièces. Elle doit donc prévoir d'avoir au moins ces 13% sur son compte à la banque centrale. Au final, cette banque est donc en capacité de créer 7 fois plus que ce qu'elle a en dépôt. Ça n'est pas les 50 fois plus tel qu'on vous le disait, mais c'est déjà pas mal et cela donne une certaine aisance, comme on vous l'a dit. Enfin, on évalue aussi la capacité d'une banque à pouvoir respecter ses engagements financiers, c'est-à-dire à faire face aux risques qu'elle a pris. On prend alors en compte ses fonds propres, ce qu'elle possède réellement, c'est-à-dire l'ensemble de ses actifs, moins ses dettes. Et ses fonds propres, donc, doivent être au moins de 8% du total de ses engagements. On parle ici de règles prudentielles qui limitent somme toute le pouvoir financier de la banque qui n'est autorisé à investir pas plus de 12 fois le montant de ses fonds propres. Mais où en est-on vraiment aujourd'hui ? Le problème, c'est qu'actuellement, la Banque centrale n'a quasiment pas de levier
sur la création monétaire, ni sur les taux d'intérêt d'ailleurs. Un petit peu sur le taux d'intérêt, mais pas beaucoup. C'est plus l'offre et la demande qui crée la demande qui crée l'émission de monnaie. S'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'émissions de monnaie. S'il y a trop de demandes, il va y avoir augmentation des taux d'intérêt. La Banque centrale, en fait, est obligée de suivre en courant les banques commerciales. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système à réserve, à couverture fractionnaire, ne peut marcher qu'avec des béquilles externes, sinon il explose. Les deux béquilles, c'est la Banque centrale comme prêteur en dernier ressort, c'est ce que nous avons déjà vu, et la deuxième béquille, c'est la garantie sur les dépôts. Parce que s'il n'y a pas de garantie sur les dépôts, à la moindre information négative, les gens vont se précipiter pour retirer leur argent, et la banque explose. On est dans un système de réglementation qui est plus théorique, je dirais, que réellement contraignant, pratique et encadrant pour le système. Et d'ailleurs, si on arrive à une telle crise avec une telle ampleur, c'est qu'effectivement, bien au-delà de ces règles, eh bien, on voit que les banques ont pu avoir la bride sur le cou et ont pu outrepasser et jouer avec ces règles. Nous l'avons vu dans la première partie, ce sont bien les crédits qui font les dépôts. Le réseau bancaire privé crée l'argent, ou plutôt nous promet de l'argent, grâce au mécanisme du crédit. Soit. Mais pourquoi un tel pouvoir lui a été confié et que devient tout cet argent ? Avant, quand l'État ou la collectivité voulait financer ses projets, un avion, une centrale, un train, et donc ainsi investir pour l'avenir, c'était tout simplement le Trésor public qui empruntait, via le gouvernement, de l'argent à la Banque de France. Cette dernière lui prêtait sans intérêt. À son actif, la Banque de France, ou Banque centrale, inscrivait la valeur garantie par l'État, et à son passif l'argent qu'elle lui distribuait. Certes, il était facile, il faut l'avouer, de monétiser, c'est-à-dire de créer la monnaie nécessaire pour payer ses dettes. Faire marcher la planche à billets, comme beaucoup l'ont dit. Je vous demande de vous arrêter. Le Trésor, c'est le compte bancaire du gouvernement à la Banque centrale. Il suffisait que le ministre de l'économie et des finances téléphone au gouverneur ou au président de la Banque centrale en lui disant « bouchez-moi mon trou, mais j'ai un trou dans moi », pour que, en effet, le trou soit bouché. Mais au prix de quoi ? Au prix d'une inflation. Cette monnaie qui a été distribuée, elle s'en va pas. Elle revient dans tout le circuit économique. Elle l'alimente. C'est du sang. C'est du sang pour le circuit économique. Et c'est du sang qui crée de l'emploi, qui crée des richesses et qui crée du bien-être pour la population. C'est ce qu'on a perdu. Et oui, l'État ne sachant pas faire, on rompt le cordon ombilical entre la Banque centrale et le Trésor public. En France, c'est une loi de 1973 qui interdit à la Banque de France de financer les dettes de l'État. Cette interdiction sera étendue à la zone euro par le traité de Maastricht et son article 104. Depuis, l'État et les collectivités locales sont obligés de se financer auprès des marchés financiers, moyennant intérêt. Au revoir. Bon, l'État a été privé du pouvoir de création monétaire. Mais qu'en est-il de la masse monétaire aujourd'hui ? Ce n'est pas parce que la monnaie est privée, fabriquée par les banques privées, qu'il n'y a pas inflation de quantité de monnaie. On voit que depuis l'arrivée de l'euro, la pente de création monétaire, c'est-à-dire l'augmentation de la création monétaire, est de l'ordre de 10% par an dans la zone euro. Par an, pour un PIB qui lui augmentait de l'ordre de 2% avec une inflation très faible. On se dit, attends, comment la masse monétaire a-t-elle pu augmenter à ce point sans créer d'inflation, puisqu'il n'y a pas eu d'inflation toutes ces dernières années ? Les indices core inflation étaient à 2%. La Banque centrale trouvait ça tout à fait comme étant une bonne situation. Par contre, tout autour de ça, vous aviez les prix des matières premières qui explosaient, vous aviez le prix de l'immobilier qui explosait,
le prix des produits, énergétiques, etc. Ça montre bien, nous sommes au cœur du problème. L'inflation, qu'est-ce que c'est finalement? C'est une augmentation des prix qui a une certaine dynamique, mais dans la société. Mais les prix, c'est quoi dans la société? Il y a les prix des biens et des services, ce qu'on achète tous les jours. C'est ce que mesure la Banque Centrale Européenne. Elle veut bloquer les prix. On peut dire, a priori, pourquoi pas. Il y a une deuxième catégorie de prix, ce sont les salaires. Le salaire, c'est le prix de la force de travail. Pareil, la Banque Centrale bloque. Mais ce qu'oublie de dire la Banque Centrale, c'est qu'il y a deux autres catégories de prix, qu'elle fait semblant d'ignorer. Le prix des actifs financiers, le prix de l'action, c'est quoi? Le prix d'une action, eh bien, c'est un prix. Les titres obligataires, ils ont un prix. Et donc, ils peuvent, quand ça monte, on nous dit à la radio que c'est très bien. Quand les salaires montent, on nous dit que c'est très mal parce que les entreprises vont perdre de la compétitivité. Mais quand le prix des actions monte, on nous dit que c'est très bien parce que oui, mais alors là, justement, on se complie. C'est très bien parce que les actionnaires vont gagner beaucoup d'argent. Reprenons. La Banque Centrale Européenne a pour mission de juguler l'inflation des prix des biens et des services à 2%. Par contre, l'inflation par les actifs de toutes sortes, immobilier, actions, obligations, matières premières, qui sont des produits volatiles et qui fluctuent au gré des marchés, elle ne s'en occupe pas du tout. Si la Banque Centrale Européenne semble aussi maîtriser le coût de l'argent par les taux directeurs, elle ne contrôle pas les volumes financiers en circulation. Si l'on considère la croissance, c'est-à-dire la richesse créée en plus chaque année, à laquelle on ajoute l'inflation des prix, on obtient la monnaie qu'il faut créer chaque année pour que l'économie fonctionne. Or aujourd'hui, si dans la zone euro on a à peu près 2% de croissance, plus 2% d'inflation, on devrait avoir logiquement 4% d'augmentation de la masse monétaire annuellement. Pourquoi ce n'est pas le cas? Pourquoi observe-t-on 10% de création monétaire annuelle? En fait, la différence, c'est-à-dire les 6% supplémentaires, existe bien. C'est un pouvoir d'achat qui pèse sur l'économie. Finalement, la planche à billets tant critiquée quand elle était aux mains du public est aujourd'hui privée. Et elle ne fonctionne pas si mal que ça. Mais alors, où va tout cet argent? Je vous demande de vous arrêter. Il y a des gains de la création monétaire qui sont totalement, qui peuvent être totalement, eux, illégitimes, puisque ce sont des revenus non gagnés, au sens de la théorie économique, au sens des libéraux, de Jacques Rueff ou de Maurice Allais. C'est en même temps la création monétaire qui a permis cette inflation des actifs. Parce que cette création monétaire n'a pas été faite pour faire de la production, mais pour faire de la spéculation. Cette monnaie supplémentaire qui a été créée, eh bien, en fait, elle a été alimentée, les bulles, c'est-à-dire que l'inflation, elle a été dans ces bulles spéculatives qui a absorbé cet afflux de monnaie qui, dans l'économie classique, se serait traduit par une inflation, voire une hyperinflation. La liquidité que l'on n'arrive plus à mesurer se déverse dans l'économie, elle déséquilibre les marchés. Nous avons une croissance du prix des actifs. Quand nous sommes dans cette configuration plutôt haussière, on a une augmentation du prix des actifs, une augmentation de la bulle immobilière, on a sur les marchés émergents un boom considérable parce que tout ça en fait est lié à une création monétaire internationale démentielle. L'argent se déplace de l'économie réelle vers les marchés financiers sur lesquels il afflue abondamment. C'est ce qui fait gonfler le prix des actifs. Actions, obligations, titres en tout genre, matières premières et valeurs immobilières. D'ailleurs, c'est ainsi qu'on peut expliquer l'explosion immobilière de ces dernières années et le phénomène de bulle spéculative. Mais nous y reviendrons plus tard. Expliquons d'abord comment tout cela a été possible. Pendant 30 ans, il y a eu le martèlement de l'idéologie néolibérale et la mise en place d'un nouveau système de régulation du capitalisme.
et la mondialisation, c'est-à-dire l'organisation de la mondialisation, la réorganisation du travail à l'échelle planétaire, le libre-échange, la liberté de mouvement des capitaux, bref, toutes les politiques de libéralisation dans tous les domaines. Notre économie financière a connu une double libéralisation, celle des taux de change d'une part et celle des taux d'intérêt d'autre part. Les taux de change, au début des années 70, 1971, août 1971, avec la rupture des accords de Bretton Woods, ça c'est un premier choc pour l'économie réelle. Auparavant, un industriel pouvait connaître son taux de change à 2 ans, 3 ans ou 4 ans à l'avance. Mais à partir du moment où on ne connaît plus son taux de change à l'avance, il est impacté par une incertitude forte dans son activité. Donc, à partir de 1971, les entreprises sont obligées de se couvrir, de prendre des assurances contre les variations de taux de change. Ensuite, deuxième élément, mais beaucoup plus important, libéralisation des taux d'intérêt. Alors là, c'est plus compliqué à faire, puisque pour avoir des taux d'intérêt qui soient fixés par le marché en fonction d'une offre et d'une demande, il a fallu exiger des États, par des réformes qui sont intervenues à la fin des années 70 et au début des années 80, qu'ils aillent financer leur déficit sur les marchés financiers, soit sous forme de bons du Trésor, soit sous forme d'emprunts d'État. Avec cette double libéralisation de la sphère financière, sur les taux de change et les taux d'intérêt, on voit se mettre en place une immense industrie financière de couverture des risques à partir donc des années 80 et qui va prendre une extension absolument prodigieuse durant toutes les années 90. Car en effet, le corollaire de ces dérégulations, c'est bien le risque dû au marché. Prenons l'exemple d'Airbus, qui emprunte à long terme pour investir et produire ses avions. Ce n'est pas sans risque, car l'entreprise produit en euros tout en vendant en dollars. Pour faire face aux variations des taux de change et des taux d'intérêt, elle se couvre auprès d'un organisme financier, banque, fonds d'investissement, compagnie d'assurance. Pourquoi ? Parce qu'il y a risque de fluctuation des monnaies et donc des prix, une incertitude sur les futurs résultats. C'est donc une assurance qu'Airbus négocie en contrepartie du risque assumé par l'organisme en question. Plus le risque encouru est élevé, plus la couverture coûte cher et plus le rendement de cette couverture sera potentiellement important sur les marchés. Waouh! Sur les marchés, le risque, ça circule, et l'on y joue dans l'espoir de faire de belles plus-values. Ce sont les banques qui vont vendre à Airbus des contrats à terme pour permettre à Airbus de connaître son taux de change à 2 ou 3 ans. Bon, évidemment, Airbus va payer ce contrat d'assurance, ces contrats à terme, mais la banque va faire la même chose avec bien d'autres entreprises. Donc elle se retrouve avec des risques. Mais les banques n'aiment pas le risque. Alors qu'est-ce que fait la banque ? Elle va se couvrir à son tour en mutualisant tous ses risques et en s'adressant à une autre banque ou à une autre organisation financière pour se couvrir à son tour. Autrement dit, on va faire de la couverture de couverture. De couverture de couverture. Et on va voir là des processus. À chaque fois, on a des produits financiers qui s'échangent sur les marchés. Ces couvertures, ce sont des protections ou encore des produits dérivés. Ils sont liés à des taux d'intérêt et des taux de change particuliers et ils forment surtout une véritable industrie financière dans laquelle on se met à couvrir toutes sortes de risques. Le risque climatique, le risque juridique, le risque informatique. Toutes sortes de risques et, cerise sur le gâteau, les risques liés, pour les banques, à faire du crédit. À la fin des années 90, les banques trouvent génial de pouvoir se libérer des risques qu'elles peuvent prendre quand elles accordent un crédit à un ménage ou à une entreprise. Comment ? En titrisant leurs créances. La titrisation, c'est un processus qui permet aux banques de se débarrasser du risque lié au crédit qu'elles font. Les banques se sont quand même bien débrouillées pour essayer de minimiser au maximum leurs risques pour vendre du crédit et puis créer de l'argent qui leur rapporte évidemment l'intérêt. La titrisation permet de transformer le risque en actif financier et donc de se débarrasser du risque
en regroupant plusieurs produits financiers en un seul titre qui va lui-même s'échanger sur les marchés. Par exemple, une banque va faire d'un paquet de créances, avec chacune son échéance, son propre risque, pour le vendre en un seul titre et ainsi récupérer des liquidités, rééquilibrer son bilan et donc pouvoir émettre plus de crédit. C'est ça le processus de titrisation. Et donc du coup, les banques vendent leurs risques sur les marchés financiers. Ça ne veut pas dire que le risque disparaît. Le risque, il est toujours là. Il est simplement dilué dans le système, mais il est toujours présent. Quand vous faites une titrisation, il faut que les actifs aient été vérifiés par une instance qui est extérieure à vous. Les agences de notation ont validé AAA des choses qui se sont révélées être catastrophiques. Quand on dit ça, on croit que les banques ont fait ça dans la plus parfaite impunité. Pas du tout. Toutes les banques, les grandes banques ont eu ce type de véhicule, mais c'était connu de tout le monde depuis 10 ans. Et bien entendu, des instances réglementaires qui n'y voyaient à ce moment-là aucun mal. Rappelez-vous la crise des subprimes, où des ménages américains insolvables ont obtenu des crédits hypothécaires sans autre garantie que le bien qu'ils acquéraient. Des crédits par nature risqués. Au final, une fois titrisés, bien notés par des agences de notation, elles-mêmes censées les évaluer, ces produits se sont facilement échangés sur les marchés, procurant d'importants bénéfices. Waouh! Jusqu'à ce que tout s'écroule. Mais poursuivons notre analyse. En s'appuyant sur des modèles mathématiques et statistiques, cette industrie de couverture ou produits dérivés va prendre une importance considérable. L'économie réelle permettant d'amorcer la pompe par le système du crédit, les marchés financiers prenant le relais et s'échangeant tous ces produits dérivés. Mais la machine va s'emballer. Celui qui accepte de prendre le risque dans ce système, par définition, dans les milieux financiers, ça s'appelle un spéculateur. Donc on développe en même temps que cette industrie de couverture prend son essor, on développe en même temps une immense industrie spéculative. La spéculation est la face cachée, en quelque sorte, de la couverture. Celui qui vend une couverture devient spéculateur. Et c'est là que commence l'argent qui tourne sur lui-même, l'argent des bulles spéculatives, où ceux qui ont de l'argent cherchent à gagner plus d'argent. Mais où ça? Parce que le monde de la production n'est plus assez rémunérateur pour ça. Et donc, ça commence à tourner là-dedans, grâce, entre autres, au crédit. Fondamentalement, c'est ce mécanisme-là. Un crédit pas cher et des rendements élevés à côté, sur les actifs qu'on achète. On emprunte pour acheter. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Et ça, c'est parfaitement autorisé. Et une des causes de la crise, d'ailleurs, c'est ça, pour les hedge funds en particulier. Et ces hedge funds, c'est souvent eux qui acceptent en dernier ressort le risque. Et c'est dans ces institutions particulières qui sont en général logées dans les paradis fiscaux qu'on a les profits les plus faramineux. Là, on n'est pas sur du 15 ou du 20%, on est sur du 100%, 200%, 300% annuel. Pour que les profits augmentent sur les marchés financiers, il faut faire monter le prix des actifs financiers en permanence. C'est-à-dire, il faut des bulles. Et les bulles, contrairement à ce que l'on entend dire parfois, les bulles ne sont pas des avatars qui se produisent sur les marchés financiers face auxquels, finalement, nous serions démunis. Non, les bulles, ce sont des constructions patientes. Une bulle se forme lorsque le prix d'un actif dépasse durablement sa valeur fondamentale. Puis cette bulle gonfle quand tous les acteurs du marché sont persuadés que les cours vont continuer à monter. L'important, c'est d'anticiper ce que les autres anticipent, même s'ils se trompent, par mimétisme, par croyance ou encore cupidité. Chacun a intérêt à entretenir la bulle. Quand les prix montent, on vend toujours plus cher. Quand les prix baissent, on achète moins cher.
Quand ça explose, les marchés déstabilisés donnent encore l'occasion de faire de bons coups. Plus le marché est volatile, plus il est fluctuant et risqué, plus les possibilités de profit grimpent. En fait, il y a un très net transfert de la sphère de l'économie réelle, c'est-à-dire la production réelle, vers la sphère de l'économie financière, qui, elle, ne produit rien du tout. Donc l'économie réelle est devenue tout à fait marginale par rapport à l'économie financière et l'économie spéculative, avec aujourd'hui une énorme furoncle qui nous explose à la figure. Et c'est ça la crise aujourd'hui. C'est la déconnexion entre l'économie réelle qui n'est plus du tout respectée et qui est devenue complètement marginale par rapport à l'ensemble de l'économie. Selon la Banque des règlements internationaux, en 2007, le volume des transactions financières s'élevait à 700 teradollars, alors que le PIB mondial représentait 60 teradollars. La sphère financière pèse 12 fois plus que l'économie réelle dans les échanges. Deux mondes parallèles se sont constitués, et l'un vit bien aux dépens de l'autre. Vous l'aurez compris, c'est bien le réseau bancaire privé qui nous promet l'argent par le système du crédit. Ce pouvoir lui a été confié par l'État et tout cet argent, détourné de l'économie réelle, alimente surtout les marchés financiers. C'est bien une économie basée sur la surenchère, comme au casino. Pour que le système perdure, personne ne doit échapper à sa logique implacable qui repose bien sur la demande de crédit et donc de l'endettement. Aujourd'hui, pour un ménage dans notre société de consommation, les revenus du travail ne suffisent pas. Les employeurs n'augmentent pas les salaires et notre petite famille a donc recours à des crédits de toutes sortes pour continuer à consommer et compenser la baisse de son pouvoir d'achat. Résultat, tout le monde est content. Les ménages consomment, les entreprises restent compétitives en limitant la charge salariale, l'État, lui, surveille les indices de consommation, témoins d'une économie dynamique. Et les banques créent ou promettent l'argent, moyennant intérêt. La confiance règne, car le crédit, c'est de l'investissement pour l'avenir et le levier de la croissance. Au plus les entreprises, les ménages vont demander aux banques de la monnaie, et au plus les banques vont créer de la monnaie. Et donc, les banques vont être encouragées par l'État à accorder des crédits à la consommation excessifs. Quand je n'ai plus suffisamment pour subvenir à mon quotidien, eh bien, je fais appel au crédit. Et donc le monde du crédit s'est considérablement développé, surtout dans les pays anglo-saxons, mais également un peu dans tous les pays du monde. À cause de cette faiblesse de la consommation, les classes dirigeantes ont encouragé une consommation artificielle pour créer artificiellement de la croissance économique à partir de l'endettement volontaire des ménages. C'est une stratégie tout à fait délibérée d'endetter les ménages. D'ailleurs, comme les classes dirigeantes ont endetté les pays pauvres. C'est exactement la même chose. Les agents économiques ont de plus en plus de dettes. Elles doivent donc rembourser de plus en plus. Les ratios entre ce qu'ils doivent rembourser et le revenu tendent à augmenter. Ça veut dire que l'économie se tend de plus en plus. Pour rembourser tous leurs investissements, les agents économiques devraient voir leurs revenus ou profits augmenter. C'est pourtant le contraire qui se passe. Les salaires des ménages sont bloqués, le chômage menace. Les entreprises se font dicter des exigences de rentabilité de 15% par les actionnaires. L'État, sous pression électorale, emprunte plutôt que de lever de l'impôt et boucle ses budgets en déficit. Il n'y a plus assez d'argent gagné. Les profits baissent. L'économie réelle manque de monnaie. Les agents économiques n'ont d'autre choix que de se financer auprès des réseaux bancaires et financiers
pour garantir ainsi un peu de croissance. Mais c'est la contradiction du système capitaliste, parce que le système capitaliste fonctionne s'il fait du profit, et pour faire du profit, il faut vendre des services et des produits. Mais si vous mettez les gens dans une situation de diminution de leur pouvoir d'achat, automatiquement, ils vous achètent moins, et donc vos profits baissent. Tout ceci vient, encore une fois, de la sphère financière, de cette pression qui s'exerce par la sphère financière sur le monde de l'entreprise, dont on voit aujourd'hui, de reste, tous les effets, parfois catastrophiques, dans certaines entreprises. C'est un blocage des salaires, c'est l'organisation volontaire du chômage, et c'est également une restriction de la dépense publique, une baisse des dépenses sociales. Il faudrait augmenter d'à peu près de 12% l'ensemble des recettes fiscales, ce qui ferait des pressions insupportables au niveau de la société. Donc on préfère emprunter. Vous avez le surendettement qui s'accroît, et donc les charges de l'endettement augmentent. Et les charges de l'endettement augmentant, vous avez un risque à un moment ou à un autre que des emprunteurs importants fassent défaut, et à ce moment-là, deviennent insolvables, et à ce moment-là, il suffit de du moindre craquement, de la moindre pichenette, je dirais, au sommet, pour que nous partons dans le sens inverse. Et c'est là que l'enclenchement de la crise se développe. Cette crise est la crise de l'austérité, finalement. surendettement, manque de recettes fiscales, coupe budgétaire dans les dépenses, profit des entreprises captées par les investisseurs, spéculation sur les marchés financiers où les bulles de toutes sortes gonflent, la coupe est pleine. C'est l'endettement généralisé et la dette devient écrasante pour tous les agents économiques non bancaires. Beaucoup n'ont pas d'autre solution qu'emprunter à nouveau pour rembourser. Il faut du crédit encore et encore, même pour ceux qui ne peuvent plus payer. Vous vous rappelez de ces ménages américains insolvables et des fameux crédits hypothécaires ou subprimes ? Le crédit à tout prix et le manque de revenus des agents économiques ont conduit les banques à accorder des crédits à des ménages sans condition de ressources, avec pour seule garantie le bien immobilier qu'ils acquéraient. Et c'est là qu'est née la crise. Aux États-Unis, il y a eu toute cette vague de ce qu'on appelle les crédits hypothécaires rechargeables. C'est-à-dire que lorsque vous avez remboursé votre dette, vous avez toujours la possibilité de demander à votre banque de vous remettre une couche au niveau de l'endettement. On a vu que le système aux États-Unis n'a pas fonctionné et à un moment ça a explosé, tout simplement parce que on ne peut mettre en face de la monnaie gagnée ou en face de la monnaie espérée que du travail, que de la réalité. Quand le marché immobilier américain s'est retourné fin 2006 et que les taux d'intérêt aux États-Unis ont été remontés parallèlement, eh bien ces ménages américains n'ont plus pu payer leurs échéances, leurs traites, ce qui fait que les titres issus des crédits ont vu leur valeur brutalement diminuer, ce qui fait qu'au total, tous ceux qui portaient ces titres se sont retrouvés en grande difficulté. Dans le monde entier, où nous avons eu une explosion générale qui était alimentée effectivement par un surendettement généralisé, et là, on n'a quasiment rien fait. Ça n'a pas attiré l'attention des banquiers centraux, à aucun moment. Disons que le marché américain des subprimes, de ces crédits faits aux Américains, c'est à peu près 400 milliards de dollars. Le problème est de savoir comment on passe d'une crise sur ce marché particulier à un cataclysme mondial. C'est la panique, car tous les opérateurs financiers internationaux, sous l'œil pourtant avisé des agences de notation, disposent de dérivés liés au subprime dans leur bilan. Face à cette dépréciation, à la défiance et à la fébrilité qui l'accompagne, les marchés financiers vendent à tout va et la bulle explose plus vite qu'elle n'avait gonflé. Toutes les banques voient alors leurs fonds propres s'effondrer, limitant ainsi leur capacité à émettre du crédit. Certaines font même faillite. Plus personne n'ose alors se prêter de l'argent entre banques, et le refinancement auprès des banques centrales est bloqué. L'économie réelle est menacée aussi, faute de crédit et donc de financement. Les banques ont vu leurs fonds propres fondre, précisément parce qu'elles avaient acheté ces produits structurés aussi,
Et donc, leur activité de crédit s'en est retrouvée immédiatement impactée à partir d'août 2007. Et c'est comme ça que la crise va atteindre l'économie réelle. Quand les banques ne peuvent plus, et à une échelle importante, ne peuvent plus se prêter entre elles parce qu'elles se font plus confiance, ce qui s'est passé sur le marché monétaire, plus personne ne voulait faire confiance à personne et plus personne ne prêtait à personne. Or, les bilans bancaires sont complètement déséquilibrés. Il faut tous les jours se refinancer. Donc s'il n'y a plus personne pour refinancer, le système s'écroule. D'une manière générale, les banques se sont dit, oh là là, moi j'ai quand même des tas de saloperies dans mes placards, des tas d'actifs pourris. Est-ce que mes concurrents n'ont pas encore plus d'actifs pourris que moi ? Donc quand mes concurrents viennent me voir en disant, pour des problèmes de compensation, j'ai besoin de 500 millions pendant 3 jours, je ne vais pas prendre de risque parce qu'ils peuvent faire, on ne sait pas, ils peuvent faire faillite demain. Donc je ne reverrai jamais mes 500 millions. Donc je ne prête plus. Et donc c'est là la Banque centrale qui s'est substituée en prêtant, en injectant des liquidités. Ça a été un rôle très très important. Il y a eu des centaines de milliards d'euros et de dollars, pour ne pas dire des milliers de milliards d'euros et de dollars, qui ont été injectés sur les marchés interbancaires par les banques centrales pour permettre aux banques d'accéder à ces liquidités. Il y a de tels liens entre les banques, il y a un effet de contagion qui fait que la Banque centrale doit nécessairement intervenir. À partir du moment où les banques n'ont plus tout à fait le même regard sur les crédits qu'elles vont accorder, parce que leurs fonds propres ont diminué, eh bien, immédiatement, les perspectives de croissance sont revues à la baisse. Nous sommes dans un climat pessimiste, où finalement les banques essaient de reconstituer leur bilan. Ils ne sont pas tellement enclins à prêter. Je parle en général. Et les emprunteurs non plus, finalement, n'ont pas tellement, sont très rétifs par rapport à l'environnement et par rapport au futur. À ce moment-là, vous ne pouvez plus. La Banque centrale essaye de baisser les taux d'intérêt, a des taux d'intérêt à 0, mais la masse monétaire ne repart plus. Et les liquidités ne repartent plus. Beaucoup de demandes de crédit sont refusées. Il y a beaucoup d'entreprises qui se trouvent avec une trésorerie délicate, des gens qui ne peuvent plus financer leurs produits. Donc là, on est tout de suite dans un système dépressionnaire. Donc il n'y a plus assez d'argent qui s'écoule dans la société. C'est la crise, dans la finance comme dans l'économie réelle. Le chômage grimpe, les entreprises ont du mal à obtenir des crédits malgré les faibles taux d'intérêt pratiqués par la Banque centrale. La croissance régresse, l'austérité s'installe. Les marchés financiers ne s'autorégulent plus. C'était pourtant bien ce qu'ils étaient censés faire. On appelle les États au secours. Quand les marchés jouent les pyromanes, c'est l'État qui fait le pompier. Car envers et contre tout, le système doit être sauvé. En l'état. Et bien évidemment sans contrepartie. On est aujourd'hui dans un autre schéma, qui est celui d'une intervention massive de l'État pour redresser les profits et pour re-réguler les marchés, parce qu'ils s'aperçoivent bien que l'autorégulation des marchés n'est qu'un mythe. Les banques commerciales disent aux banques centrales, écoutez, si vous ne nous donnez pas la monnaie centrale dont on a besoin, c'est tout le système qui va s'écrouler. Donc il faut que vous le fassiez. Les banques centrales suivent. Dans la politique globale des autorités, il y a une volonté de faire en sorte que les banques se reconstituent, si vous voulez. Donc reconstituent leurs profits et reconstituent leur capital. Ça, c'est clair. Pendant des années, vous l'avez souligné, les classes dirigeantes, les grands médias, les gouvernements de gauche et de droite d'ailleurs, ont expliqué qu'il n'y avait plus d'argent, qu'il fallait l'austérité, qu'on ne pouvait plus dépenser pour la sécurité sociale, pour l'école, pour la santé, qu'il fallait serrer les boulons partout, qu'il fallait des politiques d'austérité. Et puis subitement, ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Cet argent qui a été remis, qui de toute façon est toujours de l'argent qui est émis, je le rappelle, par ces mêmes banques. Cet argent qui a été remis dans le système bancaire, c'est tout un système qui se mord un peu la queue, à un moment ou un autre, ou bien ça va être de l'argent de la monnaie qui va regonfler une nouvelle bulle, qui va permettre de nouvelles bulles, que ce soit sur les matières premières, que ce soit sur d'autres produits financiers ou autre chose, ou alors
à un moment ou à un autre, il va falloir l'effacer cet argent parce qu'il correspondra à des actifs qui sont tellement plus pourris que ce qu'on pensait que de toute façon, il va falloir l'effacer. Et là, c'est le peuple qui va payer. L'État aiguise les appétits et après avoir donné tout pouvoir au réseau bancaire et financier privé, il a sauvé sans aucune contrepartie un système dont il est la proie facile. Comment ? En réinjectant des liquidités dans le bilan des banques, de l'argent issu lui-même du crédit bancaire, qu'il est allé chercher en bon client sur les marchés financiers. Et le tour est joué. L'État encourage ainsi les marchés à prendre encore plus de risques en les dégageant de toute responsabilité financière et en assumant le risque en dernier recours. Ben voyons. Et il s'endette en permettant de juteux intérêts à ceux qui lui prêtent. Contrairement à la création monétaire publique devenue privée, la dette privée devient publique. Cette dette est en fait la différence entre les besoins de financement de l'État chaque année et les recettes fiscales de chaque année. C'est le cumul. L'État n'ayant pas assez de recettes fiscales, on peut dire aussi dépensant trop, emprunte sur les marchés. Quand l'État fait un emprunt, une partie des obligations est achetée par le public, par des gens de tous les jours. Mais l'essentiel est acheté par ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Et donc, c'est un facteur de plus-value. Nous avons calculé une courbe qui est intéressante. En rouge, ici, vous avez le total de la dette annuellement depuis 1980. On est parti de 80 avec 200 milliards d'euros. En 2008, nous sommes à 1300 milliards d'euros. Si nous n'avions pas eu d'intérêt à payer auprès des marchés financiers, la dette serait cette ligne bleue, c'est-à-dire qu'elle serait quasiment à zéro. Nous n'aurions pas de dette. On s'aperçoit que d'année en année, l'intérêt qui est dû au système fait qu'il y a de moins en moins d'argent disponible pour fonctionner, pour faire face à nos besoins vitaux, et qu'une part de plus en plus croissante d'intérêt va rémunérer le système, car en fin de compte, pour rembourser la dette, il faut toujours réemprunter au moins l'équivalent de l'intérêt. Priver une partie de la classe dirigeante des profits qu'elle réalise sur la dette de l'État est quelque chose que les classes dirigeantes qui contrôlent l'État ne veulent pas faire, parce que c'est le même monde tout ça. C'est ce que j'arrête pas de dire, collectivisation des pertes et privatisation des profits. C'est servir les intérêts de quelques-uns. La dette publique a commencé en France dans les années 70. Souvenez-vous de cette loi de 1973, quand le Trésor public a eu pour obligation de se financer sur les marchés financiers. Au revoir. Cette dette a explosé et dépasse aujourd'hui les 1600 milliards d'euros. Le remboursement des intérêts représente le deuxième budget de l'État. Voilà près de 50 milliards d'euros versés chaque année à nos créanciers. On n'a pas le choix, il faut obéir pour être bien noté. Si la dette pompe les fonds de l'État, si elle pèse sur le débat public et inquiète la plupart de nos citoyens, elle en ravit certains, ceux qui la détiennent. C'est la crise, mais pas pour tout le monde. Puisque nous avons une dette qu'on ne peut pas rembourser, on ne fait que payer des intérêts. On ne fait que payer des intérêts en empruntant. Donc en fait, on ne paye rien. La dette va continuer à gonfler. On a une bulle qui se forme de dette publique qui peut exploser, du reste aussi, si les taux d'intérêt devaient se relever brutalement. Ce qui n'est pas impossible, puisqu'il y a beaucoup de liquidités qui sont... les taux d'intérêt sont très bas. Donc, il se peut que l'inflation reparte. Et si l'inflation repart, les banques centrales serreront le robinet et les taux d'intérêt donc vont se relever. Ce qui peut provoquer un krach obligataire. Le système est une spirale sans fin. Une spirale d'endettement sans fin et d'augmentation des intérêts sans fin. Et qui bénéficie à qui ? Il bénéficie aux banques qui, avec ces intérêts, vont acheter des actifs réels. Les peuples, d'un côté, peuvent avoir une vision, peuvent avoir des besoins, mais ces besoins ne sont satisfaits que dans la mesure où le système monétaire et financier accepte ces besoins.
sur des critères d'intérêt particulier. Pourquoi l'État a besoin de se financer auprès du privé, auprès des marchés financiers, auprès des banques, auprès des épargnants, pour équiper le pays, pour équiper la France? C'est terrible de voir qu'aujourd'hui, l'humanité a tout pour répondre à ces défis et est paralysée derrière un faux problème qui est celui de le financement. Sous prétexte que, soi-disant, on n'a pas l'argent, alors que cet argent, comme on l'a vu tout à l'heure, il suffit d'un index valide sur un clavier d'ordinateur. Moi, je te crée 2 milliards en 3 secondes. Il faut bien comprendre qu'en fait, la monnaie n'est pas un bien rare. Ce qui est rare, c'est ce qu'elle permet éventuellement de produire. Ce qui est rare, ce sont les biens naturels. Ce qui est rare, c'est l'écologie dans laquelle on vit. Ce qui est rare, c'est le vivant. Mais la monnaie en soi, ça n'est vraiment pas rare. Le problème, c'est cette confusion qu'il y a entre la monnaie et le crédit, depuis l'origine. C'est-à-dire que vous créez la monnaie que lorsque vous faites une opération de crédit. Ça, c'est le système à couverture fractionnaire que nous avons connu depuis l'origine. Il faut le changer en dissociant la monnaie et le crédit. On aura d'un côté les banques, ce que Maurice Allais appelle les banques de dépôt, c'est-à-dire les banques qui géreront les dépôts à vue et donc les moyens de paiement dans l'économie, et puis les banques de prêt qui, elles, se refinanceront essentiellement sur de l'épargne. Et en fait, tout ça vise à recréer une distinction, fondamentalement, quand on réfléchit à la question, une distinction entre ce qui est proprement la monnaie et ce qui est l'épargne, qui aujourd'hui est l'objet d'une confusion complète. C'est la Banque centrale qui émet la monnaie et les banques privées, qui, elles, continuent à être les interlocuteurs du public, continuent à prêter la monnaie, mais ont obligation, elles ne peuvent plus créer la monnaie par un jeu d'écriture comme on lisait tout à l'heure, mais elles ont l'obligation de se couvrir, donc d'avoir l'équivalent sur leur compte en monnaie centrale de ce qu'elles prêtent au public. J'ai besoin de 10 000 euros pour acheter ma voiture, la banque qui me prête les 10 000 euros doit elle-même les emprunter à la Banque centrale, moyennant alors des règles du jeu qui seront à définir dans le système bancaire, mais même s'il y a des intérêts à ce niveau-là, les intérêts reviendront à l'organe public, donc les intérêts seront redistribués après au niveau de la collectivité, et la banque, elle, ne sera rémunérée que sur des honoraires. On peut changer les règles du jeu et avoir d'autres banques centrales, mais il faut tuer le traité de Maastricht, et il faut revenir sur le double mouvement de libéralisation des marchés monétaires et financiers, c'est-à-dire sur la libéralisation des taux de change et la libéralisation des taux d'intérêt. Donc il faut désobéir, c'est-à-dire ne pas tenir compte d'un certain nombre de traités et à terme, si ça continue, il faut en sortir. Si la Banque centrale reprenait l'ensemble de la création monétaire, non seulement elle déciderait l'ensemble de la quantité de monnaie en circulation, mais en plus elle pourrait décider l'ensemble des taux et à la limite de différents taux suivant leur utilisation. En faisant cela, l'État fixe les taux, c'est-à-dire oblige les banques à prêter à un taux particulier. Ce qui fait que le marché du crédit est donc encadré, l'encadrement du crédit, et le marché obligataire qui sert au refinancement, notamment pour un certain nombre d'agents, y compris l'État, mais là il s'agit des agents privés, eh bien, l'État va également fixer les taux d'intérêt. Il faut donc de grands pôles financiers publics composés de banques qui soient nationalisées ou pas nationalisées, mais en tous les cas sur lesquels l'État directement puisse avoir son mot à dire sur l'orientation. La monnaie doit être nationalisée. Pas les banques. Les banques, elles continuent leur vie, elles font ce qu'elles veulent. Enfin, elles font pas ce qu'elles veulent, bien sûr, elles sont tenues à des tas de trucs. Mais elles ne peuvent plus émettre de crédit. Elles ne peuvent plus émettre de monnaie. Les banques actuelles, comme n'importe quelle autre entreprise, sont soumises à la loi de la valeur actionnariale, c'est-à-dire à des rentabilités de court terme de 15%. Ce qui ne permet absolument pas d'envisager le financement des infrastructures d'avenir. Dans un cadre de démocratie, c'est au peuple de se prononcer là-dessus. Est-ce que c'est du ressort du privé ou est-ce que c'est du ressort du public ? C'est à la nation de se prononcer là-dessus. La monnaie, c'est un bien public. Ça ne devrait pas être un bien privé. Et donc,
Dire nationaliser la monnaie, c'est rendre à la monnaie sa fonction de bien public. La monnaie doit être contrôlée et la monnaie est vraiment l'élément clé pour réguler l'activité économique, mais aussi pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des distorsions dans la répartition des revenus. On peut imaginer qu'à 30 ou 40 ans, on ait une monnaie qui soit considérée comme un bien commun de l'humanité et vers laquelle il serait souhaitable d'aller. À ce moment-là, on tue complètement toute la spéculation et toutes les couvertures qui ont été créées de toutes pièces avec cette libéralisation de la sphère financière. Seul le travail humain crée de la richesse. L'argent ne crée pas de richesse. Voilà, c'est ça, je pense, la leçon qu'il faut avoir en tête en permanence. On peut mettre en place les systèmes les plus complexes qui soient. À la base, il n'y a que le travail humain. Le débat se situe à un faux niveau. On ne le pose pas au niveau du pouvoir de la création monétaire parce que le public et les citoyens pensent que la monnaie est créée par un organisme public qui serait la Banque centrale, qui serait elle-même sous gouvernance politique. Donc on se dit, non, c'est bien nous qui avons la maîtrise de notre monnaie. Enfin, on ne se pose même pas la question. Donc pourquoi demanderait-on quelque chose dont on pense que c'est déjà là ? Et c'est là où il y a un manque total d'information et qu'il est important que les citoyens que nous sommes prennent conscience que la vraie question, c'est d'abord une question de souveraineté. On ne peut pas être dans une démocratie si un peuple n'a pas la souveraineté, la maîtrise de son émission monétaire.